Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Grudler, l'eurodéputé Mouvement démocrate. Et je suis aussi accompagnée de Brice Lalonde, président d'Équilibre des énergies. Alors, vous le savez, on arrive en fin de mandature du Parlement européen. Voilà, c'est l'occasion de faire le point, le bilan de ces 5 années de Green Deal, de ce pacte vert qui a constitué en quelque sorte le fil rouge de ces 5 dernières années et qui doit nous amener vers la neutralité carbone en 2050. Quel bilan faut-il tirer? Que reste-t-il à accomplir? Quelles sont les conséquences de ce Green Deal sur la place des différentes énergies, sur les réseaux, sur les investissements dans les réseaux électriques? Ces objectifs sont-ils compatibles avec les ambitions industrielles et souveraines de l'Europe? Faut-il lever le crayon? Voilà la question que tout le monde se pose aujourd'hui, ou même aller plus loin. Et à quoi pourra ressembler la prochaine mandature? Voilà, on va aborder toutes ces questions ce matin. Vous allez pouvoir également poser toutes les questions que vous souhaitez dans la deuxième partie. Monsieur Grudler, vous êtes membre du Parlement européen depuis 2019. Vous êtes vice-coordinateur de la commission Industrie, Recherche, Énergie au Parlement européen, la commission ITRE pour les connaisseurs. Vous êtes rapporteur de la loi européenne pour une industrie à zéro émission nette, le Net Zero Industry Act en bon français. Vous êtes également rapporteur de la troisième directive sur les énergies renouvelables et président du groupe de réflexion sur l'avenir du nucléaire au Parlement. Voilà, un sujet qui nous tient à cœur, on le sait, en France. Euh, voilà, écoutez, on va entrer dans le vif du sujet, mais avant, j'aimerais laisser la parole à Brice Lalonde pour qu'il nous dise 2 mots et qui plante le décor. Brice, si vous pouvez planter le décor de ces échanges, voilà la tâche qui vous incombe. Merci, merci Sharon. En fait, vous l'avez déjà fait très très bien. Salut Christophe, ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc c'est très très gentil de ta part de venir. Planter le décor. D'abord, en France, c'est curieux, les gens ne sont pas passionnés par l'Europe. On ne voit pas une mobilisation. Or, l'Europe, c'est quand même, en tous les cas pour ce qui touche à l'environnement, au climat, c'est 70 à 80% de la législation. Et donc, c'est très directement, nous sommes très directement impactés pour le bien ou pour le pire, enfin pour le meilleur ou pour le pire, par toutes les décisions européennes. Tu as été très actif et tu as dit, je suis un changeur d'Europe. Ah tiens, ah bah dis donc, c'est pas rien. Et c'est très important parce que précisément, on ne sait pas comment ça fonctionne au Parlement. On ne sait pas exactement comment tu peux précisément changer l'Europe. Et certainement, tu as joué un rôle pour modifier, changer, bifurquer. Explique-nous ça d'abord et ensuite on passera au bilan et aux perspectives avec l'accord de Sharon. Très bien, on y va. Alors, changer l'Europe. Vous avez changé l'Europe? On a essayé en tout cas. Bon, je ne veux pas être je pars la prétention de changer l'Europe à moi tout seul. Mais toujours est-il que tu as raison. C'est-à-dire, je suis venu au Parlement européen, c'est aussi parce que moi j'étais dans un bain familial à Belfort, dans le territoire de Belfort, industriel, la zone de France où il y a le plus d'emplois industriels par rapport à la population active, de à peu près à 25%. Voilà, la moyenne en France c'est 10-11. Et donc, moi j'avais vu une Europe inquiétante. À l'époque, je suis venu taper dessus tout ce qu'il pouvait en disant, voilà, c'est l'Europe de Monsieur Bolkenstein, le grand marché ultralibéral ouvert aux quatre vents qui détruit notre industrie, voilà. Et donc, il y avait une volonté pour moi d'arriver à l'Europe et de dire stop, on arrête avec tout ça. Alors, je n'étais pas tout seul, heureusement, avec un groupe politique, avec le commissaire européen Thierry Breton, qui était aussi dans cette idée d'en finir avec l'Europe naïve. Et donc, on a mis des instruments en termes de réindustrialisation et puis également en termes d'autonomie stratégique, notamment énergétique. Il n'y a pas que dans l'énergie qu'il y a de l'autonomie stratégique à mettre en place, mais notamment dans l'énergie. Et donc, ça m'a permis, moi, de porter les choses. Il y avait un discours complètement antinucléaire au niveau du Parlement européen. J'ai créé un intergroupe qui n'existait pas. On est aujourd'hui 120 députés de 5 groupes politiques différents, de la gauche à la droite, avec le milieu. Bon, moi, je suis chez Renew, hein. Et donc, on a créé cette dynamique pour que le nucléaire puisse retrouver sa place normale, rien d'exceptionnel, la place normale aux côtés des autres énergies qui décarbonent. Et puis, on s'est bagarré sur des sujets aussi d'énergie renouvelable, nouvelles, qui n'étaient pas reconnues, avec vraiment une lourdeur dans les décisions qui existaient avant sur le choix de nouvelles énergies, etc. Donc on a vraiment essayé
de décaper un petit peu tout ça. Et puis, on a plutôt été bien aidé, toi. Et moi, je suis assez content de voir qu'au début, on te dit, fais pas ça, alors, notamment sur le nucléaire. En 2019, on m'a dit, attends, arrête, le Parlement, il est anti-nucléaire, tu vas te planter, tu vas te griller. Ah ouais, ben, on va voir, hein. Et on lance le truc et ça marche. Oui. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Et qu'il faut juste avoir le courage de se fédérer, puis de porter ses idées jusqu'au bout quand on croit quelque chose. Très bien, je vais peut-être rendre la parole à Sharon, qui va nous animer un petit peu. Mais alors donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as répondu à industrialisation. Et donc, le Green Deal vient d'être quasiment achevé, en tous les cas. Il y a eu pendant 5 ans une incroyable floraison de directives, de décisions, d'actes délégués, tout ce qu'on veut. Il y a une différence entre actes délégués et directives, d'ailleurs, hein, tiens. Il y a des choses que la Commission fait sans demander, quoi, ou je ne sais pas. Mais bon, et maintenant, tu parles d'industrialisation, ça veut dire que dans ta tête, dans ton esprit, et je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre nous, il n'y a pas de décarbonation ou de lutte contre le changement climatique sans industrialisation. Alors oui, peut-être préciser, dire que le Green Deal, donc le pacte vert européen, c'était le grand sujet en 2019 qu'on est arrivé, toutes institutions européennes confondues. L'objectif de 2019, c'était réussir le pacte vert, arriver à la neutralité carbone en 2050 par rapport à 1990, et donc empêcher le réchauffement climatique de 1,5 degré, etc. Donc il y avait une sorte d'unanimité, c'était la grande affaire des 5 ans. Et dans ce temps-là, on a voté 75 textes différents sur le Green Deal. 75 textes. Et à chaque fois, le Green Deal a été remis en cause, année après année. Parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient absolument pas prévues à l'origine. Alors, le Covid, bon, on arrête l'économie. Et là, à ce La moment, guerre en Ukraine. alors la guerre en Ukraine, bah, ça c'est presque la deuxième étape, la troisième dans la crise de l'énergie. Mais là, tout d'abord, sur le Covid, on arrête l'économie et on se dit comment on la relance. Et là, je me rappelle des premiers discours qu'on a eus. On avait défini 14 écosystèmes européens complets. On disait, bon, allez, l'urgent, c'est d'abord de réparer les écosystèmes et après, on verra pour refaire le Green Deal. Donc, Écosystème industriel, oui, économique. oui, oui, écosystème industriel et économique. Pas un terme écologique. Oui, ah ben, d'accord. Voilà. Et donc ces écosystèmes économiques, comme tu dis, eh bien, à un moment, on a dit stop. Non, non, on ne va pas les réparer comme avant. On va en profiter pour poursuivre le Green Deal. Et ils vont être reconstruits en étant adaptés. Et donc, on a pris des textes pour l'adapter. Après, effectivement, donc, il y a eu la guerre en Ukraine qui nous a interpellés, qui nous a fait beaucoup de bien sur le concept d'autonomie stratégique. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus, mais l'autonomie stratégique, c'est un concept français. C'est 1993, c'est le livre blanc de la défense. On avait beaucoup de mal à l'imposer au niveau européen, parce que beaucoup n'y croyaient pas. Et la guerre en Ukraine, les gens disent, oh là, bon sang, oui, on a intérêt à se défendre nous-mêmes. Et donc, l'idée française d'autonomie a réussi à se Et on a fait le pont entre le Green Deal et l'industrie, quelque part, grâce à grâce à ce basculement. Mais on voit que, enfin, vous l'avez rappelé, hein, 75 textes, c'est colossal. Certains ont eu l'impression d'un trop-plein, hein, pas que, voilà, ils sont assez nombreux, hein. Récemment, Emmanuel Macron a demandé une pause. Alexandre De Croo, voilà, s'est aussi exprimé. Est-ce est-ce qu'il faut faire une pause? Est-ce qu'on a déjà commencé? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on a oublié un petit peu l'industrie? Euh, En tout cas, sur les premières années de mise en œuvre du Green Deal, est-ce qu'on a été peut-être un peu borne, un peu aveugle sur ces questions-là? il y avait un petit peu de philosophie, comment dirais-je, un peu hors sol, hein, ça existait aussi. Euh, Tu n'as pas parlé, parmi les événements, de l'IRA américain. oui, tout à fait. Alors après, pardon, on va lister tout ce qu'on a rencontré pendant, donc rapidement. Donc le Covid, euh, donc derrière le plan de relance, hein, donc la guerre en Ukraine, la solidarité européenne en termes de défense, et après la crise de l'énergie, qui là aussi a fait en fait prendre de nouveaux textes pour répondre. Et c'est là qu'arrive l'IRA. Et on dit oh, il faut répondre à l'IRA, donc on va refaire de nouveaux textes. Donc en fait, l'inflation de textes était liée en fait à un monde en perpétuel changement. Et en fait, il faut s'adapter à ce monde-là. Donc, et trouver les outils
qui nous permettent d'y répondre. Vous voulez dire que l'inflexion de texte n'était pas prévue au départ et qu'elle s'est quelque part, nourrie du contexte et emballée. Absolument. On avait beaucoup de textes de prévus, mais pas 75. Les 75 sont arrivés. Le Net Zero Industry Act qu'on vient de citer, où j'étais rapporteur pour Renew. Donc, c'est toutes les industries, les technologies propres européennes, que ce soit pour l'énergie ou pour le transport. Eh bien, toutes ces technologies européennes, avec ce texte, c'est une réponse à l'IRA. Donc, au système américain, 400 milliards de dollars de subventions, de soutien aux technologies propres américaines. Alors, je voudrais y revenir parce que ce texte a quand même été adopté. On a mis du temps, mais on a réussi à l'adopter avant la fin de la mandature. Et, on vous en remercie. Ça n'a pas été facile. On a vu que le Parlement a dû amender sa position, la France aussi, face à des intérêts allemands qui étaient un petit peu différents. Et ce texte, contrairement à l'IRA, n'apporte pas de fonds nouveaux, ou en tout cas, ce n'est pas son objectif. C'est une des grandes critiques qui lui est faite. Est-ce qu'il peut tout de même être efficace? Alors, le texte est très bon, en tant que tel. Il faut regarder la caméra. Ah, ben, je suis désolé, il faut que je regarde par là. Donc, et Sharon aussi, d'accord. Alors, bon, on retient les consignes sans souci. Donc, en fait, quand je veux faire une boutade, je dis que NZIA, donc Net Zero Industry Act, c'est facile, c'est exactement comme l'IRA, mais sans argent. Et bon, et moi, ça crée un petit. Alors, ça fait rigoler ou ça fait rire, puis après, ça fait rire un peu jaune quand même, parce qu'effectivement, il y a un souci. Et alors, donc, là où le texte est bon, c'est que toutes les énergies qui décarbonent sont dedans. Et là, il a fallu que je me bagarre personnellement, parce que dans le texte de la Commission à l'origine, il n'y avait que le nucléaire de 3e et 4e génération, notamment tous les efforts qui sont faits sur les SMR, notamment de 4e génération, qui sont extrêmement innovants. Et donc, ça n'existe pas, c'est toujours mieux. Voilà, alors, donc, conclusion, moi j'ai remis dedans le nucléaire existant. Et donc, bizarrement, le rapporteur allemand l'a accepté. Mais il travaille même sur la fusion maintenant. Comme quoi. Comme quoi, tout est possible. Mais bon, Christian Heller est un des députés allemands avec lequel on peut plus facilement travailler. Je lui ai déjà fait signer une lettre sur l'hydrogène bas carbone qu'il avait signée. Et donc voilà, donc on se connaît bien et il n'y a pas eu d'histoire. Il a remis ça dedans. Donc en fait, ce texte, il est parfait, il définit bien toutes les technologies propres. Donc que ce soit du transport, de l'énergie, tout est dedans. Le seul problème, c'est que, alors c'est pas un fonds, hein, le Net Zero Industry Act, c'est pas un fonds, c'est un règlement qui renvoie vers un fonds qui s'appelle STEP. Ce fonds existait déjà? Alors non, il a été créé. Il a été créé, hein. Mais alors, nous, on voulait un fonds de souveraineté. Il recycle des fonds existants. Alors, normalement, ça devait être un fonds de souveraineté. Donc, nous, on réclamait 80 milliards pour un fonds de souveraineté pour soutenir toutes nos technos. Et à la fin, on est à combien? Alors, c'est arrivé à 10, attendez, étape par étape. On est arrivé à 10 milliards. Bon, alors 10 milliards d'argent frais, pourquoi pas. Ces 10 milliards sont passés à 1,5 milliard. Et le 1,5 milliard a été maintenant totalement réaffecté pour ce qu'on appelle le ammunition, en fait, pour reproduire des munitions pour l'Ukraine. Donc, le 1,5 milliard a été affecté à la défense. Donc, aujourd'hui, NZIA, il n'y a plus de fonds de souveraineté qui est collé. Mais on explique que c'est un fantastique portail vers les financements qui existent déjà. Donc ça, on aime bien aussi, des fois au niveau européen, on présente un grand truc et puis finalement, on reprend un petit bout de ci, un petit bout de ça, etc. Donc c'est souvent déjà des choses qui existent. Et donc là, ce qu'on dit, ça va être génial, vous êtes reconnu comme stratégique, vous allez pouvoir bénéficier des fonds Horizon, de InvestEU, de Connecting, etc. Sauf que c'est faux. C'est en plus faux. C'est-à-dire que alors le grand élément, c'est vous pourrez bénéficier des fonds structurels européens. Les FEDER, les fonds régionaux, génial. Bon, on a mis tout le nucléaire dedans. Qui est-ce qui connaît le règlement du FEDER? Le règlement du FEDER, alors, levez la main. Article 3, interdit au nucléaire. Donc, on va coller des fonds de financement sur un texte dont la moitié est exclue parce que c'est pas fléché. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que par exemple, le patron de l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire vient de faire une déclaration
en disant qu'il est temps maintenant que la Banque mondiale et que tous les financements internationaux financent le nucléaire. Absolument. Alors que le gros enjeu, c'est la BEI. Donc, effectivement, la Banque européenne d'investissement, sur lequel il faut qu'elle s'ouvre. Mais son vice-président a eu des mots plutôt favorables au SMR, encore une fois, hein, pas au nucléaire existant. Oui, bon, le SMR fait partie du nucléaire, donc c'est un début. On commence à tirer la pelote, hein, mais il faut clairement que la Banque européenne d'investissement soutienne très clairement et le nucléaire et la défense, parce qu'on a besoin aussi de la BEI pour notre armement de défense. Mais Monsieur Grudler, juste sur le net zéro industriel, donc on a compris, hein, pas de fonds européens nouveaux, a priori, hein, puisque Pour l'instant, hein, parce pour que l'instant. dans le prochain cadre financier, on va demander un fonds de souveraineté doté de plusieurs dizaines de milliards pour pouvoir le financer. Mais du coup, quels impacts est-ce qu'on peut réellement attendre sur l'industrie européenne, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein. Il s'agit aussi de rééquilibrer l'approche, d'avoir une approche pour permettre de rééquilibrer entre l'écologie d'une part et l'industrie d'autre part. Est-ce que le net zéro répond à cet impératif-là? Ben, pour moi, oui. Je vais ajouter une question, parce que vous l'avez déjà dit, Sharon, c'est la pause où les gens qui commencent à rouspéter en disant ça va trop vite, on n'y arrive pas, etc. Je suis très frappé d'avoir lu cette interview du ministre donc, allemand de l'économie critiquant Madame von der Leyen et disant mais pourquoi est-ce qu'on va si vite sur la voiture électrique? On n'aurait pas dû, parce que c'était quand même la voiture allemande thermique, enfin allemande c'est moi qui le rajoute, qui était le fleuron de notre industrie. Oui, alors sur le sujet des moteurs électriques ou thermiques, il était prévu d'entrée de jeu une clause de revoyure, comme on dit, en 2026. Et les Allemands ont fait un truc qui n'était pas correct là-dessus. On peut avoir des différences, bon, mais à un moment, quand on valide les textes au Conseil, quand on les valide en trilogue, quand on les valide au Parlement européen et que le texte suit sa vie, on ne peut pas revenir en tant qu'État membre dire attention, stop. Là, je ne suis pas d'accord. On a donné son accord, on a donné sa signature à un moment. C'est le même reproche que je faisais à Boris Johnson, hein, qui signait un accord du Brexit, puis qui après ne le respectait pas, s'asseyait dessus. Donc, il y a un moment, ce n'est pas correct. Donc, il y a un temps pour le faire. Et là, ils l'ont fait beaucoup trop tard. Après, on connaissait leur réticence, hein, ce qui va être important, c'est la clause de revoyure en 2026. Cette année, il y aura une étude de la Commission sur les moteurs thermiques et leur éventuel intérêt pour l'avenir. Alors, moi, si demain on me trouve un carburant hydrogène ou autre, hein, qui peut faire tourner un moteur thermique sans émission de CO2, ou presque, pourquoi pas, avec un rendement aussi bon que le moteur électrique. Non, c'est impossible, on est d'accord. Mais voilà, je veux dire, ça ne marchera pas. Parce que le rapport, il est de 1 à 3 entre un moteur thermique et un moteur électrique. Tout ceci est quand même assez préoccupant maintenant, comme c'est qu'il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que nous, à Équilibre des énergies, nous pensons quand même qu'un des grands succès de la mandature, c'est précisément le passage à l'électrique, bien qu'il soit très rapide et très difficile. Et donc, il faut tout faire pour le soutenir, parce qu'on ne revient pas en arrière sur des décisions aussi importantes et structurelles. Et même les industriels sont dans cette logique-là, hein. Les industriels ne demandent pas d'en revenir en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on va interdire tout moteur thermique, mais ça veut dire qu'on va mettre un gros coup d'accélérateur sur les moteurs électriques alors, on parle d'énergie, j'ai des spécialistes à côté de moi, donc il faut que je fasse attention, mais voilà, l'électrique va permettre de diviser par 3 la consommation énergétique. En France, je crois qu'on consomme 1700 TWh d'énergie. Le but, c'est de peut-être descendre à 800 en doublant la part d'électrique. Donc, en fait, si on ne passe pas à l'électrique, on va maintenir une dépendance fossile et aussi une dépendance extérieure. L'Europe importe 64% de son énergie. Donc là, on devrait avoir aussi des sujets d'autonomie. Et alors, donc, puisque tu parles de ça, il y a évidemment une compétition, où il y a encore, ou disons, une hésitation ou une compétition entre l'électrique et le gaz. Puisque maintenant, quand même, il y a une grande partie des pays européens qui ont renouvelé en quelque sorte leur fourniture en s'adressant aux Américains ou à l'Azerbaïdjan, et il y en a même qui continuent à importer du gaz russe.
Et donc, il y a toujours ces deux modèles, quoi. Il y a toujours, on fait du renouvelable et on fait du gaz quand même, parce qu'on ne peut pas y arriver uniquement avec des renouvelables. Et puis, il y a le système français où c'est d'abord le pilotable qui est à l'honneur. On commence par le pilotable et puis on fait des renouvelables en complément. Comment est-ce qu'on peut goupiller, si je puis dire, tout ça? Alors, des fois, c'est plutôt dégoupillé, tu vois, Alors, ce que je veux dire. C'est un sujet très explosif. Mm. Mais non, non, mais je pense qu'on va y arriver. Alors, c'est vrai que quand on voit les. Alors, je suis désolé, je ne fais pas une fixette sur l'Allemagne, mais quand on voit une centrale à charbon toute neuve qui a été inaugurée en 2022 dans la Ruhr, pourquoi vous faites une centrale toute neuve? On voit maintenant que pour rouvrir des usines de charbon, enfin des mines de charbon, qui sont à ciel ouvert, on va mettre en l'air 5 éoliennes qui étaient sur un terrain. Puis en termes de symbole, mettre à bas des éoliennes pour continuer à extraire le charbon, c'est absolument terrible, quoi. Et donc, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Alors, sur le gaz, il y a besoin aussi de biométhane, il y a aussi besoin de faire des efforts dans ce sens-là. Je pense que la capture de le CCS, CCUS aussi, c'est aussi important la réutilisation. C'est aussi quelque chose qui peut avoir un intérêt. Alors, on l'a mis dans Net Zero Industry Act, à condition que ce soit pour les émissions de CO2 unabattable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des émissions fatales, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas empêcher d'être émis. C'est pas business as usual où on dirait, bah, écoutez, on va continuer à prendre le gaz naturel et on va séquestrer tout le CO2 sous la terre, comme ça on est tranquille. Mm. Pourquoi muter? Non, c'est Mm. pas ça. C'est vraiment ce qui est fatal, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas éviter, éviter. eh bien, on va le stocker. Mm. Et là, il y a aussi un business du CCS qui peut être extrêmement Alors, intéressant. Il y a même une petite directive, enfin, une proposition. Non, vous avez voté même le Carbon Removal Market, c'est-à-dire un marché du carbone capturé en quelque sorte. Et donc ça, c'est à la fois très critiqué, très intéressant et en même temps pionnier. Absolument, absolument. Donc, il y a des projets en France, notamment par Dunkerque pour aller vers la Norvège. Enfin, il y a pas mal d'initiatives qui se prennent, mais il faut bien rester ce qui est inévitable et pas être dans une promotion en fait, de l'émission de CO2 pour le capturer. Monsieur Grudler, juste pour revenir sur cette centrale au charbon inaugurée en Allemagne, hein, euh, il y a enfin, on le voit comme le nez au milieu de la figure, hein, mais on n'en parle pas beaucoup. Le prix du carbone s'est effondré. Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Parce que finalement, on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. On a une politique, on a un Green Deal, on passe 75 textes, hein, c'est ça, si je ne m'abuse, chiffre que vous avez cité tout à l'heure, et on a un prix du carbone qui s'effondre et qui envoie des signaux au marché complètement à l'inverse. Oui, donc en fait, ça, c'est toute la difficulté. C'est que là, le marché, c'est quoi? Donc, on va essayer peut-être de restructurer tout ça. Donc, ça veut dire un nouveau texte. Le marché de l'hydrogène a du mal à démarrer, l'hydrogène propre, parce que l'hydrogène gris reste beaucoup moins cher. Donc, on va faire des efforts tout à fait considérables pour ramener le prix de l'hydrogène propre, on va dire, vert ou d'origine nucléaire, au prix de l'hydrogène gris. Donc, en fait, à chaque fois, on va appeler un nouveau texte. Et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. À l'inflation réglementaire. Alors, voilà. Alors, moi, je suis favorable à ce qu'on se calme un peu et qu'on approfondisse les textes. Parce que À faire une 75 ans pause. enchaînés, Vous êtes favorable à la pause ça veut dire qu'on arrête d'agir. Ce n'est pas le cas. Je veux dire, on a 75 textes maintenant qu'il faut implémenter, qu'il faut appliquer. Et il y a tellement d'inertie en Europe, en France aussi, hein, mais en Europe notamment sur ces questions-là, qu'il faut se bagarrer pour qu'il s'applique très vite. Une petite anecdote rapide, j'étais rapporteur sur RED. RED 3, la troisième directive sur les renouvelables. Voilà, alors on était en train de réviser RED 2, donc la directive sur les renouvelables de 2018. Donc on a traité ça 2020, 2021. Bon. Alors, quand on était en train de réviser RED 2, dont les décrets d'application par la Commission n'étaient toujours pas publiés depuis 2018. Donc, il y a des actes délégués qu'on attendait qui n'étaient pas là. Bon, bah, on a quand même fait RED 3. Et pendant qu'on faisait RED 3, il y a eu Repower EU qui est sorti. On dit, ah, ben, il faut faire RED 4. Et puis après, il y a eu un système où le Conseil a un peu Repower EU, la réponse à la crise ukrainienne. Tout à fait, tout à fait. Et à la crise énergétique plus globalement. Énergétique. Oui, oui. Et donc, il y avait en plus un cinquième mécanisme d'urgence. Et donc, on aurait dû faire RED 5. Alors, on a dit, maintenant, il faut peut-être arrêter, les amis.
On Alors est donc, on a fait prisonnier d'un calendrier qu'on s'est imposé à nous-mêmes. Alors, non, mais là, c'est nous qui avons réagi en tant que rapporteur. On dit, non, ça suffit. RAID 3, il y aura dedans RAID 4 et RAID 5. On va pas refaire rouvrir le texte tous les 4 matins. Et alors, peut-être qu'on peut encore l'ouvrir une dernière fois pour essayer justement d'un peu équilibrer les renouvelables et le bas carbone. Ça va peut-être faire partie des Le nucléaire notamment, hein, qui a toujours une place un petit peu particulière dans cette directive. Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous fixez un sous-objectif sur l'industrie, ben, en disant en France, on utilise quoi, 800 000 tonnes d'hydrogène chaque année dans les raffineries, dans l'industrie. Bon, si on dit, c'est tout du gris. Hein, donc, et donc, je viens de perdre le fil de ce que je voulais vous démontrer. Rappelez-moi ce que je vous ai dit juste avant, s'il vous plaît. Pour la France, c'est. Alors, Pardon. on était sur le. Alors, on est parti très très loin. On va revenir, Monsieur Grudler, sur le prix du carbone. Je vous demandais comment on peut être cohérent en Europe avec d'un côté des directives qui nous poussent dans un sens et de l'autre des signaux de marché qui nous poussent dans l'autre sens. La question, c'est aussi quand on a voulu relancer, est-ce qu'on n'a pas donné trop de quotas? Est-ce qu'on n'a pas, parce qu'on a un petit peu voulu relancer, aider quand même, hein. Oui. Et ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est, au fond, si le prix du carbone a baissé, est-ce qu'il s'est vraiment effondré? On est passé de 100 à 60, quoi, grosso modo. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on décarbone de plus en plus et donc que la demande de quotas est inférieure? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que l'industrie s'est arrêtée, tout simplement? Peut-être la deuxième option, peut-être, je ne sais pas. Alors, moi, ça m'incite à dire qu'il faut justement, au niveau réglementaire, s'assurer que ce marché fonctionne et que les objectifs de ce système d'ETS soient bien atteints. Donc, ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, il faut aussi qu'on joue sur le marché. Alors, c'est difficile hein, dans une économie libérale de dire on va prendre des instruments pour régler le marché. C'est assez difficile, mais c'est ce qu'on doit faire là et c'est ce qu'on fait sur l'hydrogène. Hein. Je veux dire, la Banque européenne de l'hydrogène, on est en train de structurer, il y a 4 milliards d'euros de soutien à la production d'hydrogène. Voilà, c'est un outil important pour baisser le prix de la production dans un premier temps. Hein, puis après, effectivement, une fois que le marché fonctionnera, il n'y aura plus besoin de ces Donc, subventions. c'est le marché qui est déficient, qu'il faut regarder le fonctionnement du marché. C'est votre C'est réponse. ça, c'est une sorte de contrôle européen, on va dire, pour s'assurer que ça fonctionne bien et que ça corresponde aux objectifs. Alors, juste pour revenir sur cette pause, hein, parce que donc on a compris que le terme pause ne vous convenait pas tout à fait. En tout cas, cette lever le crayon, si j'ose dire, hein, et appliquer ce qu'on a déjà mis en œuvre, est-ce que ça se fait comme ça? Ou est-ce que vous avez mentionné hein, ce cas assez frappant, hein, cet emballement sur les directives renouvelables où on était quelque part contraint de continuer à avancer, RED 3, RED 4, RED 5. Est-ce qu'on peut lever le crayon comme ça? Ou est-ce que on a des injonctions contradictoires? On a mentionné hein, la guerre en Ukraine, le Covid. On est obligé de réagir aussi. Comment on fait pour arrêter cette inflation réglementaire, si on peut dire? Alors, c'est le bon moment, parce qu'on arrive à la fin du mandat de la Commission. Et donc, la nouvelle Commission européenne va être mise en place. Et il est clair qu'ils viennent avec une aide de mission. Et l'aide de mission, ça va être de dire, on lève un peu le pied, on va essayer de faire moins de textes, peut-être plus complet, peut-être avec moins justement de clauses de revoyure tous les 2 ans où on reprend les textes, etc. Et donc, je pense que la Commission, une des conditions pour mettre en place tel président ou telle présidente, pour mettre en place tel commissaire ou tel autre, c'est un accord avec le Conseil et le Parlement pour peut-être produire moins de textes. Alors, évidemment, sauf crise mondiale, etc., qui oblige à faire quelque chose de plus. Mais voilà, avoir une sorte de stabilisation et de raccourcissement des délais pour les actes délégués. Quand on a besoin de 3 ou 4 ans, c'est tout à fait inadmissible. Ça nous amène un petit peu à la politique, puisqu'il y a des élections dans quelques temps, donc tu es candidat. Il y a un peu partout dans les 27 États membres une poussée nationaliste. Bon, les gens disent l'Europe, c'est très compliqué, c'est trop loin, c'est vachement quoi. Et puis ça nous embête, ça nous oblige à faire des trucs, etc. Restons français pour les Français, etc. Et cette poussée, est-ce qu'elle peut aboutir à une transformation importante du Parlement, au sens où pour l'instant, c'est depuis toujours le centre-gauche et le centre-droit qui, en quelque sorte, continuent
à tenir l'Europe. Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là? Et est-ce que vous soutenez Ursula von der Leyen qui veut être de nouveau présidente? Si je peux ajouter une question, ce mouvement-là, quelles conséquences sur le Green Deal? Est-ce qu'on va passer 5 ans à détricoter tout ce qu'on a mis en œuvre ces 5 dernières années? Bon, alors, le montée du populisme et du nationalisme est un très mauvais signal, évidemment, et très inquiétant, et il faut le combattre farouchement, parce que c'est notre intérêt de Français et d'Européens de défendre ce qu'on a toujours défendu. Au Parlement européen, il n'y a pas de majorité, et puis il n'y a pas de majorité depuis le début, en fait, hein, depuis le début du Parlement. C'est comme ça. On s'entend entre groupes politiques pour créer des majorités de projets, des majorités d'idées, qui d'ailleurs me semble assez satisfaisant intellectuellement comme concept. Donc, travailler ensemble. Alors, aujourd'hui, on appelle ça la majorité von der Leyen. C'est-à-dire que c'est le PPE, donc la droite, qui travaille avec le centre, Renew, et qui travaille avec les socialistes, SNI. Alors, d'ailleurs, il y a des ententes socialistes droites au niveau européen, ça ne pose jamais de problème, parce que c'est dans l'ADN de l'Europe. En France, la catastrophe est finie. Bon. Donc c'est ce système-là qui tient aujourd'hui l'Europe et qui permet d'avancer. Avec des compromis, sans doute, quand des fois on n'est pas entièrement d'accord, mais c'est comme ça qu'on fait avancer. Et si j'étais un nationaliste, un ultranationaliste, je pense qu'il me faudrait davantage d'influence de la France en Europe. Et en fait, si en France, vous exigez des ultranationalistes, c'est le contraire. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment une perte d'influence de la France en Europe, bah, c'est ça qu'il faut choisir, hein. Parce que quand vous êtes en négation, vous ne croyez pas en l'Europe et que vous voulez détricoter ou rien faire, le côté inertie fait que la France n'est plus autant représentée dans les commissions, dans les relations avec le Conseil. Par contre, là-dessus, les Allemands sont très forts, hein. Les Allemands, ils sont structurés. Depuis le plus jeune âge, les gens commencent au Parlement comme assistants. Après, ils sont dans les services, ils passent à la commission, etc. Il y a un vrai réseau allemand. Et ça, c'est parce qu'il y a une volonté de s'impliquer dans la politique européenne. Et si on fait le contraire, si on choisit d'autres modèles, plus nationalistes et autres, voilà, il y a ce danger-là. Après, il y a le pire ennemi des nationalistes, c'est le nationaliste d'un autre pays. Vous voulez dire qu'ils vont s'autodétruire, c'est Mais ça? ils sont pas en cohésion. Je veux dire, il n'y a qu'à voir entre l'Italie et la France, par exemple, c'est pas vraiment le grand amour. Avec les Allemands, c'est un peu compliqué aussi. Il y a aussi des partis néo-nazis hein, qui existent en Suède, par exemple, hein, qui sont un petit peu au pouvoir sans s'afficher de trop. Donc il y a comme ça de vrais dangers. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent parfaitement se neutraliser. Et le risque, par contre, c'est en effet que le Green Deal soit mis en cause. Ou que, je veux dire, quand on a des stratégies de long terme sur 20 ou 30 ans, c'est quand même pas génial que tous les 5 ans, on puisse couper. Parce que les efforts, ce qu'on fait pour 2030, 2040, 2050, si on casse ça en plein milieu, ça sera vraiment un gaspillage et aussi un déclassement de l'Europe. Parce que faut pas oublier que le Green Deal, ça permet de renforcer aussi l'Europe dans le monde avec une approche originale en termes d'émissions de CO2. Mais comme on est le premier marché au monde et que les gens veulent commercer avec l'Europe, si les États-Unis sont riches, c'est parce qu'ils commercent avec l'Europe. Si les Chinois ont 4% de croissance, c'est parce qu'ils commercent avec l'Europe. Si on leur donne des standards qui ne sont pas les leurs, ils vont être obligés de s'y convertir pour pouvoir commercer chez nous. Puis après, pourquoi avoir double standard? On fait un seul standard et puis on décarbone pour tout le monde. Voilà, à peu près l'idée du Green Deal. C'est pour ça que c'est utile à la planète et qu'il faut faire effectivement attention dans ces moments de vote, de plutôt comme choisir des gens qui ont envie de s'investir pour l'Europe, quel qu'il soit. Il y a aussi un accord international qui a eu à Dubaï. Et donc, l'Europe, à la limite, elle est bien placée là. Oui, absolument, absolument. Les COP sont en cohérence et l'Europe est en général montrée comme exemple de ce qu'il faut faire. Alors, à partir du moment où effectivement on sort un peu des dogmes, on parlait tout à l'heure, anti-nucléaire ou je ne sais pas quoi, moi, ma référence, c'est le texte de la Commission de 2018 pour une planète plus propre. Il faut 15% de nucléaire dans le mix énergétique européen pour arriver à atteindre les objectifs du Green Deal en 2050. Donc, moi, c'est ça qui me sert de guide. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aller, hein, et donc pas refaire un peu de dogme
écolo, anti-nuque, etc., ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut qu'on atteigne le Green Deal. C'est le premier objectif, c'est sûr. Alors, Monsieur Grüller, est-ce qu'on est vraiment sorti des dogmes? Parce qu'on a vu un certain nombre d'inflexions, mais surtout sur la fin de mandature. Je pense surtout au texte du Net Zero Industry Act, hein, vous l'avez mentionné, où le nucléaire existant fait partie des autres technologies et n'est pas discriminé, si j'ose dire. On voit aussi des inflexions avec des prises de parole du vice-président de la BEI, qui, voilà, sur le SMR, j'ai mentionné tout à l'heure. Mais est-ce qu'on est vraiment sorti du tabou? Parce que voilà, on voit que on évoquait hein, dans la préparation de cette table ronde, les systèmes énergétiques français et allemands sont très différents. Je pense à cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Voilà, on a un nucléaire dominant des renouvelables d'appoint. En Allemagne, on a des renouvelables qui vont être dominants, qui croissent très très vite, avec des besoins de réseau très importants. Comment on fait converger finalement les textes alors que nos modèles sont très différents et comment on dépasse ce tabou du nucléaire? Voilà, on a l'impression on est au début, mais on n'a pas encore normalisé les choses. Ajouter aussi, la commission a lancé une espèce de chant du cygne là, en disant bon, ben, les gars, on va à 90% maintenant en 2040. Et c'est un texte intéressant. Oui, parce que en accompagnement de ces textes et de ces communications, Madame Quadri Simpson, qui est donc Madame Énergie, elle dit ben, toute la politique de l'Europe est fondée sur les renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est tout. Et ça fait, nous, depuis 5 ans, donc, hein, ou plus, que nous disons c'est pas possible, ça ne suffit pas. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut d'abord décarboner. L'axe de la lutte contre le changement climatique, c'est de changer un système énergétique en système bas carbone. Et les renouvelables et l'efficacité énergétique, non, ça ne suffit pas, c'est une erreur. Alors je dis ça parce que donc, ça renvoie à ce que vous dites. C'est pas encore, on n'y est pas encore. Oui, alors on n'y est pas encore, ça veut dire que le combat doit continuer. C'est aussi pour ça qu'il faut voilà, renforcer ce courant qui est pour une sorte de neutralité technologique pour atteindre l'objectif. Voilà. Et moi je dis, quels que soient les partis politiques, ce n'est pas un sujet de parti, ça. C'est un sujet de conception des choses. Hein. Et nous disons, nous, alors ça nous frappe beaucoup parce que le fondement juridique, c'est un article sur la politique de l'énergie qui reconnaît que le mix énergétique, le choix des moyens de production est laissé aux États, ce sont les États qui sont souverains, et qui ne laisse à la Commission que de la promotion du renouvelable et de l'efficacité énergétique. Et justement, elle s'est servie de ça pour fonder toute sa politique climatique sur ces deux éléments-là. Et donc, c'est pour ça que nous disons il faudrait peut-être rajouter dans l'article du traité de Lisbonne sur l'énergie que l'un des buts de la politique de l'énergie, c'est de lutter contre le changement climatique, précisément. Tout à fait. Alors, c'est encore pire que ce que tu dis. Madame Simpson était la semaine dernière à Bakou, en Azerbaïdjan. Et là, cirer les pompes, si j'ose dire, M. Alaïev, le responsable de l'Azerbaïdjan, pour vanter l'importance des gazoducs avec l'Azerbaïdjan, que l'Europe avait besoin du gaz naturel de l'Azerbaïdjan. C'était hyper important, c'est qu'on a quelques débats, notamment avec le gazoduc qui relierait la Sicile à Malte, où les Azeris ont voilà, influent très fortement. Il y a eu un assassinat de journaliste aussi à Malte là-dessus. C'est très polémique tout ça. Mais voilà, je veux dire, il y a aussi une volonté de promouvoir le gaz naturel quand même à la DG énergie. Alors, Madame Simpson, elle est peut-être un petit peu en fin de cycle, on va dire. Je ne suis pas sûr qu'elle revienne en seconde saison dans la prochaine Commission européenne, mais il faut absolument pas lâcher les gens de la DGNR, pas lâcher la commissaire à l'énergie, parce que sinon, ils partent un peu dans tous les sens. On leur a tordu le bras hein, pour qu'ils créent l'Alliance européenne des SMR. Ils n'en voulaient pas. Et donc, il a fallu forcer. Je vais peut-être te donner. Alors, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Donc, von der Leyen, c'est pas ma candidate. Hein. C'est la candidate du PPE. Alors, d'une partie du PPE, parce que les PPE français ne veulent pas la soutenir, mais c'est la candidate du PPE. Et donc, il y aura des négociations entre grands États membres, le Conseil, etc., pour répartir ce qu'on appelle les top jobs. C'est-à-dire que, voilà, bon, allez, est-ce que c'est un Français qui va à tel endroit, à tel autre? Est-ce qu'on met un Allemand là? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et donc, c'est ce jeu-là qu'on ne peut pas anticiper. En tout cas, elle est candidate.
entre nous soit dit, Madame von der Leyen, elle a fait son trou. Elle a représenté l'Europe. Elle a quand même très largement, par rapport à toutes nos plaintes d'avant, en disant, bon, comme les chefs d'État européens choisissent toujours quelqu'un de nul pour le mettre à l'Europe, comme ça ils sont tranquilles, personne ne va leur faire de l'ombre. Ah, Madame von der Leyen, elle a quand même, dans le monde entier, représenté largement l'Europe, plus que Monsieur Charles Michel, etc. Et donc, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, est-ce que l'avenir du monde, ce sont les grands États continents? On voit bien l'influence des États-Unis, de la Chine, du Brésil, de la Russie. Et à ce moment-là, il faut une Europe encore plus forte et bien représentée, avec un leader charismatique, si je puis dire, parce que c'est pas si simple, 27 États membres. Ou est-ce qu'au contraire, dans la pause, ça signifie aussi qu'on arrête quand même aussi d'intégrer toujours davantage l'Europe pour en faire un truc confédéral? Alors, le mot fédéralisme fait toujours peur au niveau européen. Oui, confédéral, voilà. Mais c'est pour ça qu'on essaie de l'éviter. Alors, surtout en France, hein, dans d'autres pays, ça pose aucun problème. Mais ça, c'est souvent mal compris. En fait, dès que vous transférez une compétence à l'Europe, c'est du fédéralisme. Bon, mais si on met ce mot trop en avant, c'est assez mal accepté. Alors, Madame von der Leyen a fait son trou. Elle a fait des choses très bien, puis des choses pas tellement bien. Alors, en politique étrangère, je pense qu'il vaut mieux qu'elle s'abstienne, par exemple. Elle a fait quelques voyages avec des sorties qui cassaient tous les efforts des diplomaties. Bon, c'était assez catastrophique. Et puis, sur d'autres sujets, notamment économiques, notamment énergétiques, elle était souvent un peu en conflit direct avec le commissaire au marché commun, M. Breton. Et au collège des commissaires, il y avait souvent un peu de camps qui s'affrontaient, notamment sur la préférence européenne dans les marchés publics, la préférence européenne dans les matériels de défense. Voilà, il y a un certain nombre comme ça de sujets sur lesquels elle n'a pas été comme très ouverte, on va dire, aux positions françaises. Donc c'est quelque chose qui va être remis dans le bac, là, et on va essayer de voir comment on peut trouver peut-être un accord sur un deuxième mandat pour elle, mais avec des règles qui pourraient être bien précisées, ou alors effectivement changer de tête. Mais il faut effectivement que l'Europe soit un peu mieux incarnée au niveau international. C'est très compliqué. Charles Michel d'un côté, la présidente du Parlement de l'autre, la présidente de la Oui. Commission, Borrell. Ça, c'est une critique ancienne, mais finalement, on n'a jamais réussi à dépasser cette problématique d'incarnation. Bah aussi parce que le Conseil bloque tout ce qu'il peut. Enfin, je veux dire, les États membres sont. Je veux dire, le Parlement est beaucoup plus ouvert hein, au changement, on va dire. Mais les États membres sont pour l'inertie. Et donc, si on n'a pas de sous aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des États membres qu'on appelle les radins, hein, les pays radins, qui demandent des rabots sur les budgets, etc. Ah, ils veulent toucher plein de subventions, mais ils veulent payer le moins possible. Mais Ouais, ça, le c'est point, très difficile. le point de Brice Lalonde tout à l'heure, c'est que finalement, on prend pas quand on voit la montée des populismes, on prend pas le chemin, a priori, de plus d'intégration. Oui, mais c'est pas non plus le pire, n'est jamais certain, comme on dit. Donc voilà, des fois, il y a des petits morceaux d'espace bleu entre les nuages, et puis l'espace bleu, il peut grandir de plus en plus. Mais Donc, précisément, si par exemple on veut réindustrialiser, si on veut faire des petits réacteurs nucléaires, etc., il y a un problème de standardisation. Et donc, pendant très longtemps, la Commission a cassé tous les champions nationaux en disant ah, non, non, c'est très mauvais, ça tue la concurrence, etc. Et puis là, tout d'un coup, il y a un changement quand même. Ah, oh, peut-être qu'on en a besoin. Et donc, si on veut vraiment une industrialisation forte sur un certain nombre de techniques d'avenir, il vaudrait mieux que ces techniques et que cette industrie soit européenne directement et pas, comment dirais-je, éclatée entre tous les 27. oui, non, mais on est d'accord. C'est pour ça, sur le prochain mandat, moi, j'ai proposé on a eu le pacte du Green Deal jusqu'à maintenant, mais qu'on ait un pacte d'industrialisation et de réindustrialisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fixe des objectifs européens C'est là-dessus. la demande d'ailleurs des industriels, Absolument. la demande d'un pacte industriel, le pendant du pacte vert, Tout à quelque fait. part. Et en complément, évidemment, hein, pas l'un contre l'autre. Hein. Mais voilà, et là, il y a quelque chose de très, très fort à faire pour le réaliser. Alors, par exemple, tu sais que sur la réforme du marché de l'électricité, sur lequel j'ai un peu essayé d'œuvrer au mieux pour défendre un peu la cohérence globale, on va appeler ça comme ça, les Allemands ont levé leur blocage à partir du moment où ils ont reconnu que quand ils s'opposaient au nucléaire dans le texte, c'était pas d'un point de vue dogmatique à cause de l'énergie,
mais c'était juste pour des questions de compétitivité. Et à partir du moment où ils avaient reconnu ça, ben, ça a été beaucoup plus facile d'avancer. Parce que ils ont des problèmes de compétitivité. Ils avaient peur que, comme l'énergie est très chère en Allemagne, en plus ils ont acheté le gaz russe à une fortune pour remplir le Et stock. budgétairement, ils ne pouvaient pas compenser quelque part Absolument. Mais alors, leur grosse inquiétude, c'était que, en fait, il y a des entreprises qui quittent l'Allemagne pour aller s'installer en France parce que l'énergie était moins chère. Voilà. Voilà. Alors, non, mais, alors, t'entends, mais Ça a mis tout le monde d'accord. c'est justement le débat qu'on a eu au niveau européen. Et j'ai dit, notamment ça aux Allemands, j'ai dit, est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises allemandes qui ont envie de se délocaliser en France? Moi, je n'en connais pas. Par contre, je connais beaucoup d'entreprises allemandes qui ont envie de partir aux États-Unis. Donc, le problème de compétitivité, ce n'est pas entre la France et l'Allemagne, c'est la compétitivité de l'Europe par rapport au reste du monde. Donc, on réforme ensemble le marché de l'électricité, on trouve peut-être des ajustements qui satisfassent tout le monde, et là, on peut foncer avec une industrie européenne encore plus forte. Monsieur Grudler, je vous coupe parce que le temps file et on aimerait aussi vous entendre, on aimerait aussi prendre quelques questions de la salle. Je voulais vous faire part d'une inquiétude et de deux remarques. L'inquiétude, c'est l'avenir du Green Deal. L'avenir du Green Deal, quand je prends le manifeste du PPE, le PPE qui a vocation à être le premier parti dans le prochain Parlement, qu'est-ce que je vois sur les véhicules thermiques? Je vois le rejet de toute interdiction sur la vente des véhicules neufs, des véhicules thermiques. Donc, et le terme est fort, c'est un rejet de toute interdiction. Donc, c'est une volonté du PPE de remettre en cause le Green Deal. Jusqu'où va-t-elle? Que peut-on faire par rapport à ça? Deux autres remarques ensuite très rapidement. La bande de l'hydrogène aide toutes les formes d'hydrogène, j'exagère, sauf l'hydrogène nucléaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y remédier? Deuxième remarque, dès lors que le gaz retrouve les prix normaux d'avant la crise, gaz plus CCS est infiniment plus attractif pour les industriels que toutes les formes d'hydrogène, même avec des subventions, ou alors les subventions doivent être énormes et pendant très très longtemps. Donc, une ouverture plus importante pour le gaz et le CCS est peut-être malgré tout nécessaire sans remettre en cause les objectifs du Green Deal. Merci. Merci, Monsieur Grudler. Alors, bon programme, là. J'ai pris quelques notes parce que. Alors, déjà, sur le Green Deal, oui, le risque de l'abandon du Green Deal est manifeste. Donc, c'est pour. Ah, non, mais il y a un risque. Non, mais il y a un risque. Effectivement. Il y a un risque que le Green Deal soit menacé. Enfin, et ça, c'est très important d'entendre ça. Voilà. Et donc effectivement. Mais le pire n'est pas certain. Attention. Voilà, le pire n'est jamais certain. Le mieux non plus, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même bosser pour y arriver. Et donc, tout l'enjeu. Alors, le PPE ne fait pas la loi. Hein, c'est le premier groupe politique, mais ils sont en minorité. Donc, ils doivent composer avec Renew, ils doivent composer avec les socialistes. En tout cas, aujourd'hui, le risque, parce qu'il y a toujours des risques, le risque, c'est qu'ils composent un peu avec le CR et avec des partis un peu plus durs, en fait. Hein. Mais bon, je connais un peu le PPE, parce que je bosse quand même pas mal avec eux sur les questions d'énergie en particulier. Il y a quand même aussi pas mal de modérés au PPE, un peu centre-droit, on va appeler ça comme ça, qui ont une vision un peu plus pragmatique et qui ne sont pas dans ce rejet-là du Green Deal. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont combattu un certain nombre de textes. Ils sont plantés parce qu'à chaque fois, ils ont été mis en minorité. Quand ils ont voulu restauration de la nature ou d'autres textes comme ça, s'il y en a un qui a été à un moment rejeté, mais bon, qui était représenté, retravaillé et voté. Mais voilà, ils essayent effectivement de mettre des coups de canif dans le contrat. Alors, le problème, c'est que c'est plutôt des attaques de Weber, donc le patron du PPE, qui est un Allemand, pour. Ouais, donc il y a encore d'autres enjeux là derrière. Alors, c'est aussi pour s'en prendre à son gouvernement, parce que la CDU n'est pas dans la coalition allemande. Donc, voilà, donc de temps en temps, il y a aussi des jeux un peu complexes comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ce rejet du Green Deal, on va essayer de l'empêcher, évidemment. Bon, pour ça, il faut aussi que tous les groupes on va dire, pro-Green Deal soit bien représenté. Sur votre question sur la banque de l'hydrogène, c'est un très bon point. En effet, aujourd'hui, le problème de la Banque européenne de l'hydrogène, c'est qu'elle soutient l'hydrogène renouvelable. Alors, de façon conséquente.
Et puisque c'est une réponse à l'IRA, là, pour le coup, il y a de l'argent. On va subventionner à hauteur de 3 ou 4 euros le kilo d'hydrogène produit pour ramener le prix à un prix raisonnable. Alors, évidemment, ça ne peut pas durer 50 ans, c'est clair. Ça va être une aide au démarrage de la filière, hein. Mais c'est quand même très utile. Alors, évidemment, le texte tordu depuis le début, renouvelable, et pas bas carbone. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il n'y en a aucune. Donc, je me bagarre déjà depuis un certain nombre de mois sur cette question-là. La petite difficulté qu'on a, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun texte produit par la Commission sur la Banque européenne de l'hydrogène. Parce que dès qu'il y a un texte, vous savez qu'on n'a pas de pouvoir d'initiative au Parlement, c'est la Commission qui prend les décisions. Donc, la Commission doit proposer un texte sur la Banque de l'hydrogène, qui est pour l'instant un appendice de RED, d'un acte délégué, etc. Mais il faut qu'il y ait une proposition législative présentée par la Commission. Et là, on saute sur le texte, on le détruit à 95% et on refait un texte qui tient la route, qui permet de mettre à un pied d'égalité tout type de production d'hydrogène décarboné. Et ça, c'est absolument urgent. Mais c'est le même type d'erreur qu'avait fait Frans Timmermans, le vice-président délégué de la Commission, quand il avait publié Repower EU. Il avait quand même trouvé le moyen de dire qu'il nous fallait 20 millions de tonnes d'hydrogène en 2030 dans l'Union européenne. Hein, aujourd'hui, on en consomme à peu près 11 millions de tonnes, que du gris, mais bon, pratiquement que du gris. Donc, il voulait passer à 20 millions de tonnes exclusivement renouvelables, dont 10 millions de tonnes importées. Et pas un mot sur l'hydrogène bas carbone. L'objectif, c'était seulement 20 millions de renouvelables. C'était aussi une erreur. Il aurait dû mettre dedans un objectif de renouvelable, un objectif de bas carbone, ou alors voilà, un objectif global, parce qu'on aura besoin évidemment de l'hydrogène bas carbone pour arriver à ces volumes de production. Monsieur Gruner, sur la troisième question, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Sur le gaz, donc, alors, il est clair que le marché du gaz s'est écroulé, hein, donc les prix n'ont jamais été aussi bas. Alors, c'est ça aussi qui fait un peu tousser les Allemands, parce que leur stock stratégique, ils les ont remplis avec un gaz russe acheté 10 fois le prix. Alors, les Russes, ils sont passés de 100 à 10, mais les 10, ils vendaient le prix qu'ils vendaient le 100 avant. Donc, les incidences économiques pour la Russie, ça n'a pas été très, 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 très fort, hein. Ouais, pour l'Allemagne, hein, ouais. Et donc, bon, clairement, le gaz est reconnu comme une énergie de transition dans la taxonomie, au même titre que le nucléaire, d'ailleurs. Mais, bon. Donc, le gaz, c'est vrai que c'est 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, c'est toujours mieux que 1000 grammes pour le charbon, hein. Donc, pardon? Oui, sauf fuite, oui, tout à fait. Mais donc, ça peut être dans une phase de transition quelque chose qui peut être utile. Mais il ne faut surtout pas qu'on décide d'industrialiser le CCUS. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on veut en gisement de gaz naturel et on stocke tout sous terre. Je pense que là, il y a un enjeu climatique qui serait pas bon. Il y a cette technique qui consiste à faire du noir de carbone plutôt que du CO2, quoi, à partir du gaz. Et peut-être que cette technique-là est plus avantageuse. J'aimerais revenir sur un point que vous avez cité, monsieur le député, tout à l'heure, par rapport à la captation carbone, CCS et CUS, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Et vous avez parlé tout à fait justement de « c'est très bien », on le souhaite tous en tant que citoyens, mais ça ne doit pas être une excuse pour ne pas agir sur les leviers qui sont déjà disponibles. Je reviens sur le Net Zero Industry Act, donc moi c'est l'industrie cimentière bas carbone, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Alors, le facteur clinker, ce qu'on appelle le clinker, c'est la partie très polluante dans le ciment, c'est 95% de la pollution du ciment. On a ce facteur clinker en potentielle réduction mentionné dans le NZIA, mais toutefois, on voit que la captation carbone est encore une fois mise en avant et qu'on n'incite pas, je ne parle même pas des incitations financières, à utiliser des technologies qui sont connues, qui sont scalable, comme on dit, donc massifiables, qui sont innovantes, bas carbone, et en plus qui sont concurrentielles. Comment on peut faire là? Comment on peut aller plus vite là-dessus? Parce que véritablement, on a les technologies, en plus, il se trouve qu'elles sont en France. Alors, le ciment, l'acier, c'est clairement des domaines sur lesquels la mutation en fait, de l'industrie va être super important et avec de vrais enjeux, parce qu'on a besoin de CO2 aussi dans les process, dans le process de fabrication du ciment. Et donc, j'avais vu avec plaisir les différents projets qu'il y avait sur le clinker et autres
pour obtenir un système beaucoup plus vertueux. Et évidemment, il faut soutenir ces initiatives-là. La grosse déception, c'est que tant qu'on n'a pas le fonds de souveraineté qui va permettre de flécher directement de l'argent, on va se retrouver avec des systèmes avec des coûts complètement prohibitifs. Alors l'acier, l'acier à l'hydrogène, qui sont en train de tester en Suède. Bon, bah, les coûts, c'est expérimental, ça montre des jolies choses, mais ça coûte hyper cher. Alors, il y a aussi d'autres systèmes, notamment qui vont se mettre en place à Dunkerque, chez ArcelorMittal. Et bon, mais tout ça, les investissements sont massifs. Donc, si on n'a pas un fonds dédié qui est là pour soutenir l'investissement directement, hein, donc ce n'est pas le prêt de la BEI, là, c'est un soutien direct, eh bien, on va louper le coche. Alors, donc nous, on avait demandé que le fonds de modernisation de l'ETS soit affecté au net zéro. Il y a quelques réticences aujourd'hui parce que, alors je ne vais pas rentrer un petit peu dans l'administratif au Parlement, il y a une grande commission hyper puissante qui s'appelle la commission de l'environnement. C'est elle qui gère l'ETS. Alors, quand nous, on vient… Oui, on a que des amis. Et donc, le problème, c'est que quand nous, on vient avec un projet industriel qui impacte l'ETS, stop. Non, la commission de l'industrie, vous arrêtez. L'ETS, c'est la commission de l'environnement. Et c'est nous, commission de l'environnement, qui décidons ce qu'on fait. Et donc là, c'est un peu un dialogue de soi. Alors, on travaille avec Canfin, qui est président de la commission de l'environnement, pour qu'il y ait un peu des synergies qui puissent se faire intelligemment. Alors, entre nous, on fait des fois la caricature comme ça a quand même bien progressé. Parce que alors, la commission de l'environnement, autrefois, c'était les babacools, gauchistes, anti-tout, etc. Puis la commission de l'industrie, c'était la commission des patrons, pollueurs, exploitants, etc. Enfin, voilà, ça, c'est la caricature d'autrefois. Et maintenant, il y a quand même un travail qui arrive à se faire en bonne intelligence. Voilà, on a besoin de. C'est pas la commission environnement qui est universelle de compétences. C'est toutes les commissions qui doivent s'investir dans ces questions de Green Deal. Et il faut aussi qu'elles admettent de ne pas avoir le monopole du cœur, si j'ose dire. Tu disais tout à l'heure, quand tu disais que le Green Deal prenait tout l'espace, il y avait une foule qui arrivait à la commission de l'environnement. Oui, monsieur le député, je voudrais revenir sur la question que vous avez traitée tout à l'heure des prix du carbone, parce qu'elle est absolument centrale. Vous avez répondu en évoquant le problème de l'hydrogène, mais enfin, sans prix du carbone significatif, il n'y a pas de CCS et il n'y a pas non plus d'alimentation du fonds de l'innovation. Donc, tout s'effondre. Alors, vous avez dit on va imaginer des nouveaux textes. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que les prix du carbone ont un trou d'air dans l'histoire de l'UETS. Et dans les mécanismes actuels, il y a la réserve de stabilité qui permet d'intervenir, de maintenir les prix. Donc, si on veut le faire, on peut le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à Bruxelles? Parce que je comprends bien qu'il y a un problème d'industrialisation, redonner de l'air à l'industrie, et en même temps, il y a ces problèmes que j'évoquais à l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Parce qu'on ne voit rien. Voilà. J'ai malheureusement pas la baguette magique pour que le marché de l'ETS subitement trouve la meilleure organisation. Il faut que la Commission ait conscience du problème et vienne avec la proposition qui ira bien. Alors, il y a quand même aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. CBAM en anglais. Là, on taxe l'hydrogène qui rentre, on taxe les métaux, etc. Pour l'instant, c'est seulement sur les matières premières. D'ici 2025, ça sera sur les produits finis aussi, parce qu'avant, on taxait l'aluminium chinois ou brésilien qui rentrait, mais pas la voiture. Mais pas la voiture. La voiture qui rentrait transformée n'était pas taxée. Donc, bon, ça, c'est fini maintenant. Voilà. Oui, mais bon, ce sera aussi à celui qui voudra exporter en Europe de présenter sa carte carbone, hein, avec des contrôles de l'Europe sur place. Et donc, et les ressources qu'on va avoir avec le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières permettent de rembourser l'emprunt qu'on a fait dans le cadre du plan de relance. Et dans mon idée, si on fait un fonds de souveraineté de 80 milliards ou de 50, pour être un peu moins gourmand, il faudrait le financer avec des ressources propres européennes. Parce que les budgets des États vont avoir leurs limites.
Alors, y compris, ça nourrit un peu les populistes qui vont dire, une nouvelle fois, attendez, on reçoit de l'argent de l'Europe, mais c'est notre argent qui sort de notre poche. C'est nous, les contribuables français, on met de l'argent là-dedans et on reçoit qu'une partie, c'est inadmissible, etc. C'est pour ça que si on fait ce grand fonds de souveraineté, à partir du moment où vous avez des ressources propres qui permettent de rembourser un emprunt européen, c'est un plus. Hein. Je vous rappelle quand même que pour le plan de relance français, il y a eu 40 milliards d'euros de l'Europe qui est venu pour soutenir le tissu industriel. 40 milliards de l'Europe, il n'y avait pas un centime qui sortait de la poche du contribuable français. Rien. Et donc, je pense que c'est, à mon avis, un modèle assez vertueux qu'on peut développer pour la suite pour avoir de quoi soutenir un peu tout le monde. C'est que ce soit un emprunt européen. Alors là, on se heurte au radin, on se heurte à Christian Lindner, le ministre de l'économie allemand, qui ne veut pas entendre parler d'emprunt européen. Voilà. Voilà. Donc, Monsieur Grudler, oui, juste sur cette question du carbone, vous dites finalement, quelque part, c'est un problème de ressources. Il faut avoir plus de ressources et ce mécanisme de taxation aux frontières va nous en donner. Parce qu'il dépend aussi, voilà, c'est la remarque justement qui est faite, hein, il dépend aussi du prix du carbone à l'intérieur de l'Union européenne qui aujourd'hui baisse. pour bien comprendre mon raisonnement, c'était plutôt de dire on aura moins besoin d'utiliser les revenus de l'ETS pour financer l'industrie européenne, à partir du moment où on aura, par un système de taxation extérieure, des ressources qui permettront d'aider directement l'industrie sans utiliser le système ETS. Donc, ouais, Un système alternatif. quelque chose de système parallèle alternatif, d'accord. OK. Je voulais savoir vos avis respectifs en ce qui concerne la méthanisation. Et deuxième volet, je suis content que vous ayez évoqué les écolos par rapport aux chefs d'entreprise, parce que je pense qu'il ne devrait pas y avoir de combat à ce niveau-là maintenant. On est en 2024. Nous, on s'intéresse au digesta, mis à part l'énergie tant convoitée, avec l'accompagnement des biotechnologies pour l'eau et le sol. Alors, je voudrais bien, Monsieur le député, si vous voulez bien, comme vous avez Laura, et notre association ne l'a pas encore puisque nous ne sommes que deux, voilà, c'est un thème très important. Les sols sont dans une situation très médiocre, ainsi que l'eau. Je ne vous parle pas des perturbateurs endocriniens. Voilà le message. Vous avez beaucoup parlé des sources. Est-ce que vous pourriez donner quelques mots sur les réseaux de transmission et de distribution de ces énergies vertes, notamment les réseaux électriques, avec peut-être la problématique des réseaux courants continus qui vont apparaître avec les grandes fermes éoliennes maritimes, et aussi l'absence de réseaux de distribution et de transmission d'hydrogène? Effectivement, avec la conséquence du Green Deal, il y a un rythme accéléré des raccordements. C'est une chance aussi. Et en même temps, il faut faire face aux conséquences du changement climatique. On l'a vu en fin d'année dernière, aux défis du numérique, et avec celui-ci, la cybersécurité. Et tout ça avec des besoins de recrutement, mais que toute la filière connaît. Donc, on a le plan d'action de la Commission européenne qui estime à 600 milliards les besoins pour les réseaux jusqu'à 2030. On se félicite aussi, on voit peut-être, on commence à voir dans les manifestos le mot réseau ou le mot infrastructure. C'est très différent des manifestos de 2019. Et donc, ma question serait, est-ce qu'à côté d'un paquet infrastructure, il ne faudrait pas un paquet industrie, il ne faudrait pas justement un paquet infrastructure? Sur la méthanisation, d'abord, merci d'insister sur ce point-là. C'est vrai que le biométhane en particulier est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe et qui souhaite être soutenu au niveau européen. On a quand même un objectif de production de 35 BCM, comme on dit, donc 35 milliards de mètres cubes de biométhane dans l'Union européenne d'ici 2030. Donc c'est un objectif assez important. Toutes les technologies de production du biométhane sont dans le NZIA. Donc, même s'il n'y a pas une valeur ajoutée énorme dans le concept, hein, c'est dedans. Donc, ça veut dire que quand il y aura du financement sur NZIA, ça pourrait aussi être financé. Et puis, vous insistez sur le digesta. C'est clair que pour la qualité des sols, un bon digesta, ça marche bien. Alors, tout dépend de ce qu'on met dedans. C'est vrai que dans certains cas de figure, les déchets de papeterie, des choses comme ça, c'est quand même pas génial dans le digesta. Il y a des choses qui sont aussi pour l'acceptation sociétale. Il y a des choses qui génèrent des odeurs, d'autres pas, etc. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la filière, mais clairement, il y a une place pour le biométhane dans
dans l'écosystème, je reprends le terme écolo, dans l'écosystème futur énergétique européen. Hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir développer. Alors, sur les réseaux, vous avez mille fois raison, pardon, mille fois réseau tous les deux. C'est qu'on oublie souvent les réseaux. C'est vrai qu'en France, on parle dans le fameux discours de Belfort du président de la République, des 6 EPR qui vont être mis en place. Tout le monde dit 50 milliards, 60 peut-être, d'investissement dans le nucléaire. Personne ne dit qu'il faut entre 30 et 40 milliards d'investissement sur le réseau derrière pour pouvoir supporter cette augmentation de l'électrification. Et encore, nous, on est les parents riches de l'Europe. Les Allemands, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont rien du tout. Quand ils ont des grands coups de vent de leurs fermes éoliennes dans les Baltiques, ils sont obligés de couper les fermes éoliennes parce qu'ils n'ont pas le réseau qui leur permet d'irriguer vers le sud de l'Allemagne, où le même jour, on va démarrer les centrales à charbon à Munich, parce que, voilà, d'où l'importance du réseau. Un bon réseau, c'est quelque chose de majeur pour justement démarrer moins de production fossile. Alors, sur les réseaux donc tous les réseaux sont aussi dans NZIA, je tiens aussi à vous le dire. J'y ai veillé personnellement. Donc, le transport est dedans aussi. Donc, le transport d'énergie. Et donc, sur l'hydrogène, il y a des projets qui se montent. On peut citer Alors là, on vient de valider la dernière liste des pics. Je suis désolé, c'est du jargon européen. Les pics. Non, Non, les pics. les pics. Ah, les pics, Attention, pardon. les pics, les projets Les d'intérêt projets commun. d'intérêt commun. Voilà. Voilà. Et non pas les projets d'intérêt européen, pas les PIEC, Oui. mais les pics. Voilà, donc voilà. C'est formidable de voir à quel point, quand tout d'un coup l'Europe est en difficulté et se rend compte qu'il faut absolument réagir, le nouveau système est totalement fondé sur des exonérations de la loi générale. C'est ça qui est formidable, des exemptions, etc. Bon, c'est frappant. Comme quoi, l'acceptabilité, ça fait partie de la base. Donc, voilà, pour que ce soit acceptable, vous aurez une dérogation, ne vous inquiétez pas, mais vous votez. Hein. Voilà, donc c'est un système hein, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Donc, de la nouvelle liste des pics, interconnexion en Europe, il y a des projets hydrogène qui sont dedans. Les réseaux de chaleur sont autorisés, etc. Donc, il n'y a pas que l'électricité qui va passer les frontières. Et donc, alors, il y a le Barmar est dedans, notamment, la fameuse connexion hydrogène Barcelone-Marseille. Hein. C'était un engagement du président de la République suite à quelques difficultés avec l'Espagne. Donc, on a trouvé cet accord-là. Et dans la nouvelle liste des pics, la plupart des projets sont vertueux. Il y avait 12 projets gaziers dans la liste d'avant, là il n'y en a plus que 2. Donc je passe de gaz, je passe de gaz naturel. Hein. Voilà, les 2 derniers qui restent, c'est le gazoduc pour Malte et le gazoduc pour Chypre, qui sont là 50, 60 milliards. Enfin bon, les sommes sont absolument colossales pour un intérêt peut-être mineur. Bon, ça reste à voir. Mais donc il n'y a plus que ces 2 projets de gaz naturel. Tout le reste, il y a 166 projets. C'est du renouvelable, c'est de l'électricité, c'est du réseau de chaleur, c'est de l'hydrogène, etc. Et donc, ça va plutôt bien. Et il y a un mécanisme de financement. Quand vous êtes sur cette liste des pics, vous pouvez bénéficier du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE, qui finance lourdement les investissements transfrontaliers, parce que ça, voilà, c'est Connecting Europe Facility, comme on dit, c'est le nom en anglais. Ça permet de relier les pays entre eux. Puis la solidarité énergétique, c'est aussi hyper important. Je veux dire, nous, on se vante en France, alors ceux qui veulent nous faire quitter le marché européen de l'électricité ou se replier sur nous-mêmes parce qu'on produit tellement d'électricité qu'on peut vivre tout seul, bah, ils oublient quand même qu'on importe à peu près 20 TWh d'électricité à certains moments de la journée, dans l'année, où on n'a pas de disponibilité, puis on va en exporter 50, 60 à d'autres moments, quand on sera effectivement avec une capacité supérieure. Ça, c'est des fois un peu oublié, mais ça, c'est l'interconnexion qui permet d'y répondre. Hein. Si on peut vendre aux Allemands, aux Italiens, prendre en Espagne, au Benelux, c'est grâce aux interconnexions. On a beaucoup parlé de décarbonation aujourd'hui. Un peu moins de décarbonation du bâtiment, il se trouve que c'est le cœur de l'activité du groupe Atlantique. On a d'ailleurs une usine de pompe à chaleur à 30 km de chez vous, donc je vous invite à venir nous voir, on sera ravis de vous montrer tout ça. Pompe à chaleur au niveau... Alors, deux remarques, enfin 2 questions. Une sur la partie décarbonation du bâtiment, il y a énormément de textes au niveau européen qui sont en stand-by
ce qui nous inquiète beaucoup parce qu'on a l'impression que on ne sait pas ce qui va se passer à la prochaine mandature. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le marché de la pompe à chaleur se casse complètement la figure en France et en Europe, notamment à cause de la baisse du prix du gaz que vous aviez évoqué tout à l'heure. Donc la question, c'est est-ce que vous pensez que la prochaine commission pourrait faire aboutir ces textes? Je pense notamment au Heat Pump Action Plan de la Commission européenne. Et la deuxième question, c'est sur le CBAM. Vous affirmiez tout à l'heure qu'il allait être étendu au secteur aval. On a un peu moins cette impression aujourd'hui. On a l'impression que les discussions vont être ouvertes en 2024, mais qu'on n'est pas sûr que ça aboutisse et ça pose un énorme problème de compétitivité pour l'industrie européenne. Donc, une question sur le transport aérien. Vous avez parlé tout à l'heure de la place de l'Europe dans le commerce mondial, de la compétitivité européenne, bien sûr de sa réindustrialisation et bien sûr de sa souveraineté. Le transport aérien, aujourd'hui, et notamment les groupes de transport aérien mondiaux qui sont basés en Europe, sont en fait un vecteur puissant pour cette souveraineté européenne, à la fois en termes de capacité de projection pour l'Europe, mais aussi en termes d'attractivité. Partant de là, la décarbonation du transport aérien, vous savez, c'est un secteur qui est hard to abate, comme on dit, mais tout le transport aérien, que ce soit européen, mais que ce soit aussi au niveau mondial, est parfaitement engagé dans cette dynamique avec l'ambition du net zéro à 2050. Et comme vous le savez, il y a deux leviers très importants qui sont d'une part le renouvellement des flottes. Et à ce titre, on salue effectivement le fait que dans la taxonomie, le renouvellement des flottes soit inclus. Et le deuxième levier, c'est le recours aux carburants aéronautiques durables, toute technologie, aussi bien les SAF produits à partir de la biomasse que le e-SAF. Et un des sujets principaux va être bien évidemment le financement d'une filière de production européenne, puisqu'aujourd'hui, avec l'IRA, le gouvernement américain s'est lancé dans une politique de soutien massif des SAF avec l'ambition d'avoir l'autonomie pour ces compagnies en termes de production. Et la question demain, en 2030, en 2050, pour les compagnies européennes, c'est effectivement de ne pas se retrouver dans une situation de dépendance à nouveau. Donc cette question du financement, elle est centrale. Aujourd'hui, il y a déjà des avancées qui existent au niveau de l'ETS, on en parlait tout à l'heure, avec la question des SAF allowance, qui est en fait de dire, pour les compagnies qui utiliseront du SAF, il y aura une possibilité d'avoir des crédits, mais dans des quantités limitées. Comment voyez-vous les choses, effectivement, dans le cadre d'un fonds de souveraineté européen? Merci. Le groupe Atlantique, alors vous êtes même pire que ça, vous êtes à 10 km de chez moi. Donc, vous êtes à Fontaine, je crois, non? À Fontaine? Vous êtes sur la zone de Fontaine, non? Oui, donc c'est 10 km de chez moi, oui, donc c'est 3 fois moins. Et donc, pour répondre. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est effectivement hyper important dans nos 75 textes de tenir compte de tout. Donc, il n'y a pas que les énergies, il y a l'efficacité énergétique du bâtiment, il y a tout ça qui est également dedans. On en a relativement peu parlé. Alors, c'est vrai que c'est des sujets aussi qui ne sont pas tout le temps très consensuels, hein, notamment sur l'efficacité énergétique des bâtiments. On considère aussi que c'est sous-financé. Il y a des groupes politiques, notamment le PPE, qui votaient contre parce que voilà, on allait, enfin bon, c'est un peu électoraliste comme approche, c'est-à-dire voilà, le petit propriétaire avec son petit appartement, on va l'obliger à faire des travaux pas possibles. Il est souvent un peu âgé, etc. Bon, enfin, il y avait un peu de peur, hein, qui a été jouée là-dessus, alors que l'efficacité énergétique du bâtiment, c'est majeur. C'est-à-dire si on peut mieux isoler, alors même si les gains énergétiques sont parfois un peu faibles, mais mieux isoler, mieux identifier les vraies passoires thermiques. Alors, ça veut dire aussi que les certificats de classement sont un peu plus cohérents quand même, parce qu'aujourd'hui, entre les uns et les autres, vous faites deux évaluations, vous avez deux certificats différents, de niveaux différents. Vous allez en Italie, ils classent tout en G, ou pratiquement, enfin, mais il n'y aurait pas les mêmes classements en France. Donc, voilà, il y a aussi un besoin aussi d'avoir une certif plus européenne, on va dire là-dessus, pour qu'il y ait une approche un peu meilleure. Et puis, et donc, ce texte est en cours. Et comme la plupart des textes, là, actuellement, c'est la course-poursuite. Parce qu'on ferme le Parlement le 25 avril. Et on veut absolument avoir les accords de trilogue. On veut absolument revenir devant le Parlement pour voter le texte définitif pour qu'il soit applicable. Parce que si on n'arrive pas avant le 25 avril, ça prendra qu'en septembre. Et donc, avec une application différée de 6 à 8 mois. Donc, on essaye d'accélérer sur toutes ces questions-là. Évidemment, les pompes à chaleur ont
ont un rôle important à jouer. Et merci de leur rappeler ce qu'on n'en avait pas parlé. Ajouter à cet égard que on a quand même des résultats de politique d'isolation des bâtiments. Et on a des résultats en Allemagne, on en avait avant dans le Royaume-Uni. Et on s'aperçoit que c'est assez compliqué parce que les gens, quand tu isoles leur maison, ils sont capables de consommer davantage d'énergie parce que c'est pour le même prix, si je puis dire. Et donc, ça n'a pas toujours marché. Et donc, il nous a semblé, nous, je dis ça juste aux députés, il nous a semblé, nous, que la question des bâtiments, c'était de savoir si c'était l'économie d'énergie d'abord ou la lutte contre le changement climatique d'abord. Si la lutte contre le changement climatique d'abord, l'isolation est importante, certes, mais ce qui compte aussi, c'est la source d'énergie. Et donc, si c'est de la pompe à chaleur, si c'est plutôt de l'électricité, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un grand programme d'électrification parce que là, on a beaucoup parlé des sources de production, d'où ça vient. Est-ce que ça vient des renouvelables, du nucléaire, etc. Mais il faut électrifier la consommation, la demande aussi. Et c'est celle-là qui souvent patine un petit peu et est à la traîne. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et globalement, moi, j'ai des fois des problèmes avec la sobriété d'énergie. Parce que la sobriété, oui, on voit ce que ça veut dire, on voit le concept, mais je trouve que dans le domaine, on revient sur l'industrie, un peu difficile de parler de sobriété. C'est plus facile de parler d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, d'effacement. Mais la sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous consommez le moins d'énergie possible. Or, il y a toujours une corrélation dans tous les pays du monde entre la consommation d'énergie et le PIB. C'est-à-dire que la richesse d'un pays se mesure aussi à sa consommation d'énergie. Et donc, j'avais rencontré les patrons du MEDEF là, à Longchamp au mois de septembre, il y a 2 ans, et ils me disaient: ah, et vous voulez de la sobriété? Ben, à un moment donné, moi, j'ai 400 employés, je mets la clé sous la porte, et je vous assure que la sobriété énergétique pour ma boîte, elle sera là. Bon, il n'est pas tort. Ce qu'il fallait chercher, par contre, c'était économiser, c'est voir comment faire plus avec le même montant d'énergie. Ça, c'est majeur. C'est majeur. Et alors, comme moi, je suis un croissant et pas un décroissant, pour moi, le monde idéal, c'est celui où on a gagné le Green Deal. On peut utiliser toutes les énergies qu'on veut sans user les ressources de la planète, mais on utilise l'énergie pour produire, pour apporter de la richesse à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je rêve le monde, on va dire. Bon, merci. Bon. Alors, Attendez, je n'ai pas fini de répondre à la question sur le CBAM. Sur le CBAM, j'allais voilà. vous y ramener. Oui, mais donc sur le CBAM, donc vous savez qu'il est mis en place depuis fin 2023, septembre 2023. Pour l'instant, on ne paye pas encore les taxes. On a mis en place le système pour voir les contrôles, comment ça se passe, évaluer, etc. Et ça commence à payer en 2025. Mais le plan pour les produits finis, il est arrêté. Hein. C'est en 2025 que les produits finis seront bien taxés. Donc, oui, mais il y a toujours, oui, bien sûr. Non, mais c'est. Pardon, il y a des listes en discussion. Vous dites, oui, bien sûr, mais on veille, ne vous inquiétez pas, on ne va rien laisser passer. L'histoire des voitures qui peuvent passer comme ça, alors qu'on va enquiquiner nos producteurs européens en surtaxant l'aluminium qu'ils peuvent importer ou l'acier, bon, là, clairement, on crée une distorsion de concurrence. Donc, ça ne serait pas acceptable. Donc, on va essayer de trouver une liste pour que ça soit le plus juste possible. Donc, je pense que c'est un vrai atout, hein, le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Hein. Ça peut vous protéger. Et alors, il y a aussi des sujets comme les panneaux photovoltaïques, comme les éoliennes ou d'autres joyeusetés. Voilà, la taxe carbone sera hyper intéressante pour ça. C'est une bonne question. Les panneaux photovoltaïques, ils viennent de Chine pour l'essentiel. Et donc, il y a des gens qui disent, très normalement, c'est la souveraineté où elle est là-dedans, mais il faut qu'on produise nous-mêmes en Europe nos propres panneaux photovoltaïques. Réponse, oui, mais avec les panneaux photovoltaïques, la souveraineté, vous l'aurez après, puisque de toute manière, ils vont produire de l'énergie et vous n'importerez plus de fossiles. C'est tout le paradoxe des choses. Mais alors, on entend tout et le contraire, et c'est très difficile de défendre. Moi, j'appelle ça la préférence européenne. Si on ne veut pas dépendre des autres, le Covid l'a montré, quand on coupe, il n'y a plus de chaîne de valeur complète, on est obligé de tout arrêter, et donc on dépend complètement des autres. Je pense que, alors, prenons l'exemple du photovoltaïque, où j'ai les Allemands qui sont venus pleurer sur NZIA
On est en train de mourir. Les Allemands un peu suisses, d'ailleurs, c'est une boîte qui est un petit peu voilà, des deux côtés. Sauvez-nous. Bon, je dis, écoutez, ça tombe bien. Dans les marchés publics, moi, dans le texte, j'ai écrit préférence européenne dans les marchés publics. Parce que si on fait des jolis textes européens pour dire on va soutenir nos technos européennes, et qu'à l'arrivée, les collectivités publiques achètent chinois ou coréens, pas sûr qu'on va vraiment aider nos entreprises européennes. Donc, en fait, j'avais mis dans le texte une trajectoire pour que les enchères publiques, les auctions, comme on dit en anglais, soient soumis à des critères de résilience, des critères de cybersécurité, etc. Et il y a déjà un tiers des appels d'offres qui ne sont pas soumis au prix. Il y a déjà un tiers à la liberté, enfin, avec un certain nombre d'encadrements. Oui, et le tiers, c'est ce qu'on a réussi à arracher aux États membres en négociation de trilogue, parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de cette préférence européenne. Et je reviens sur Christian Lindner, qui disait nos collectivités locales sont suffisamment endettées, on ne va pas encore leur faire payer plus cher. Un appel d'offres, c'est le prix. C'est le prix qui fixe tout. Donc, on va acheter coréen et on va flinguer quelques boîtes allemandes en plus. Voilà. Et donc, moi, ça ne marche pas, ça. Donc, alors, on a réussi à obtenir, pourtant, j'avais le commissaire Breton qui m'aidait en trilogue, mais on a réussi à obtenir jusque 30% des enchères publiques soient soumises à la préférence européenne. Bon, alors moi, j'avais prévu une trajectoire jusqu'en 2035, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus avoir 100% de préférence européenne du jour au lendemain. Tu as les boîtes européennes qui importent des panneaux photovoltaïques ou autres, il faut quand même peut-être leur laisser le temps de s'adapter, de voir comment elles peuvent produire, comment elles peuvent trouver des fournisseurs européens, etc. Donc c'est pour ça 30%, j'avais imaginé 50% en 2030 et 100% en 2035. Eh bien, on est resté à 2030. Le Conseil n'a absolument pas voulu de trajectoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra reprendre dans Donc une réponse progressive, mais à compléter, si la prochaine commission laisse le loisir de la compléter. Sur les carburants durables, l'aviation et les moyens. Alors j'ai oublié de vous dire, dans mes petites casquettes, je suis aussi vice-président de l'intergroupe Sky and Space, donc voilà, ciel et espace. Donc je suis assez sensible aux questions liées à l'aviation. Et souvent, d'ailleurs, je me suis bagarré avec des copains pourtant assez proches sur le fait qu'il faut arrêter un peu l'aviation bashing. L'aviation, c'est 3% des émissions de CO2 et on en fait une montagne. Ça devient l'ennemi juré absolu. Alors, même en France, hein, j'ai quelques petits débats. J'entends bien que à moins d'une heure, il faut privilégier le train, qui coûte plus cher d'ailleurs, privilégier le train par rapport à l'avion. Mais j'ai dit, mais attendez, demain, quand on aura l'avion pour des petits courriers à hydrogène, électrique, décarboné, au nom de quoi on pourra encore dire qu'il faut prendre le train plutôt que l'avion, puisque l'avion sera aussi neutre en carbone. Donc voilà, donc il y a comme ça des petits débats où je sais des fois être un peu disruptif aussi, mais ça, tu connais ça aussi, le disruptif. Donc, sur le sujet que vous évoquez, c'est absolument majeur. Les SAF, les ISAF, toutes ces questions-là, on les a traitées. Il y avait Refuel Aviation, enfin un certain nombre de textes européens pour aider à la transition. Il est clair qu'on est sorti d'un modèle qui était absolument aberrant de dire que toute l'aviation serait à l'hydrogène en 2035. Même à un moment, ça a été évoqué parce que Airbus avait évoqué 2035 pour son premier avion hydrogène qui sera un plus petit avion. Mais il est clair que pour les long range, donc les longs courriers, ce sera plutôt du SAF qui sera utilisé. Peut-être pour les petits, les courts courriers, je fatigue, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc pour les petits déplacements, ce sera plutôt du SAF. La seule chose, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à garantir la ressource. Hein. Et là, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement d'usages de ces matières, les graisses animales, tout. Enfin, il y a plein de choses qui ont déjà une utilisation pour les cosmétiques, une utilisation pour autre chose. Et il ne faut pas non plus mettre en place des systèmes où on n'est pas sûr d'avoir la matière. Et donc là-dessus, il faut effectivement qu'on puisse veiller là-dessus. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la filière n'est pas structurée, la filière de production. On ne sait pas comment faire. Il y a aussi des détournements absolument lamentables.
les Chinois arrivent à nous faire venir de l'huile usagée, qui en fait, voilà, oui, ils mangent vraiment beaucoup de frites. Alors l'huile usagée, bizarrement, c'est avec de l'huile de palme, hein, qui est interdite par ailleurs. Donc, mais ça revient sous forme d'huile usagée pour mettre dans les process de construire des biocarburants. Donc voilà. Donc il y a un enjeu majeur qui est la structuration de la filière de production pour être sûr qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a des efforts qui sont faits, alors notamment Aéroport de Paris, à Roissy, là, il y a des gros projets de centres de production aussi sur l'hydrogène, enfin, d'avoir quelque chose de multimodal qui permet aussi d'équiper les véhicules de service dans les aéroports. Donc, qu'il n'y ait pas des véhicules diesel sur un aéroport alors qu'on fait des efforts de décarbonation. Donc voilà, il y a des efforts qui sont faits. On n'est pas au bout du chemin. Et ben on a encore un certain nombre de points à traiter. Et si vous avez quelques suggestions, je les prendrai volontiers. Juste pour rebondir sur l'aviation, si on veut avoir effectivement 35% d'e-kérosène en 2050 et 10 ou 10%, je ne sais plus le chiffre exact, en 2035 et 2040, c'est certainement des décisions entre 2025 et 2030 qu'il faut prendre pour lancer effectivement une filière industrielle qui nous permette de garder notre souveraineté européenne. Voilà, c'était Merci. Donc, on va c'était y le mot de penser la pour le fin. prochain mandat. Très bien. Bon, bah, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin, ici à distance. Alors, euh, euh, prochain événement d'équilibre des énergies à garder en tête le 26 mars prochain, pardon. Pour se projeter, on va essayer de se projeter encore davantage. Europe 2024-2029, la décarbonation des principales actions. Voilà, ça sera en présence du secrétaire général des Affaires européennes, Emmanuel Juvin, et avec la participation de nombreuses entreprises. Et les inscriptions sont ouvertes sur le site d'équilibre des énergies. Voilà, le mot est passé et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup à Christophe, un vrai changeur d'Europe.